fille très difficile à cerner au premier regard, possédant un comportement tribulaire et ayant malgré tout une façon de penser assez juste de la justice, elle fut le premier échec de Shido dans sa tentative de raisonner les esprits, créatures venant d'une autre dimension, générant des catastrophes lors de leur venue sur Terre. Elle fut considérée comme le pire esprit, celui ayant tué plus de 10 000 personnes, étant prêt à tous les sacrifices pour accomplir son but, son nom Tokisaki Kurumi. Salut à tous, c'est Neil et on se retrouve pour ma première vidéo sur cette chaîne qui sera dédiée à la présentation de pouvoirs et capacités de personnages de fiction. Ça sera plus porté sur les personnages de manga, comme vous aurez pu le voir, mais je parlerai aussi de personnages de jeux vidéo comme Link ou Kirby. Vous vous doutez peut-être de qui on va parler, hein. Dans les mangas, il y a les Goku, les Nardo, les Natsu, comme vous voulez. Il n'y aura pas forcément de surprise. Malgré tout, je souhaite vraiment connaître quel personnage vous voudrez que je présente ici. Surestimé, sous-estimé, connu, inconnu. Bref, aujourd'hui on est là pour parler de qui ? De Tokisaki Kurumi. J'avais pas de blague à faire, du coup, bah voilà. Kurumi Tokisaki, personnage phare de la série Date A Live, et accessoirement la cible de fantasmes de beaucoup de fans de manga pour maintes bonnes raisons, comme elle est dark ou c'est une waifu, mais bon, voilà, on va passer. Ce personnage a tellement fonctionné qu'elle a reçu une série spin-off sur elle, son adaptation animée, moult produits dérivés et remporté des concours de popularité, où elle a entre autres laminé les autres personnages en termes de popularité, ou alors dans certaines catégories comme sur My Anime List, où elle a remporté la première place en termes de popularité des personnages féminins de harem devant Miku des quintuplés, Chitoge de Nisekoi, ou même Rias de... vous connaissez le nom... High School DxD. Pour vous dire à quel point cette fille est une référence en termes de personnages décents de nouvelles et d'animés. Et on va parler d'une des raisons pour laquelle elle est populaire, ses pouvoirs et capacités. Kurumi fait partie des esprits les plus faibles niveau physique. Elle est souvent surpassée physiquement par les personnages du cast de Date A Live. Malgré tout, elle possède une force surhumaine propre à tous les esprits, étant capable de briser physiquement des instruments capables de résister à des attaques créant des cratères au sol, et aussi occasionnellement bouffer, oui, bouffer, des humains qu'il faut préciser, même si rien à foutre, ont une répartie au-delà des dimensions. Et aussi comparable aux esprits scellés comme Toka pouvant fissurer des bâtiments d'une simple impulsion, ainsi qu'aux membres de l'AST capables littéralement de te balancer des buildings à la gueule. Et elle est aussi très agile, pouvant facilement éviter des attaques multiples, allant très rapidement. Niveau durabilité, elle reste très résistante pour la norme, pouvant supporter des coups de personnages capables de soulever et couper de petits bâtiments facilement. De plus, son Astral Dress lui offre une protection passive aux attaques ennemies. Niveau AP, elle a aussi battu très facilement plusieurs Bundle Snatch, Toka sous forme scellée, Origami Ice-T, Mana, et réussi à blesser Kotori avec Zafkiel. Il faut aussi préciser que blesser Kotori avec Zafkiel est en soi un très bon exploit, car les Astral Dress des esprits complets peuvent même supporter facilement des attaques de l'AST. L'AST possède des armes spécialement créées pour affronter les esprits, dû au fait que les armes conventionnelles ne marchent pas face à eux. Elle et ses clones sont aussi capables de battre des Nibelkol, des pseudo-esprits créés par le Belzebub de Westcott ayant un niveau approchant celui de Shido lors du volume 16 et 17. Et dans le volume 19 et 20, elle a reçu un power-up qui devrait logiquement avoir boosté ses capacités, mais nous ne l'avons jamais vraiment vu à l'œuvre, si ce n'est vaincre Nya off-screen, mais c'est pas vraiment un exploit. Concernant la vitesse de Kurumi, je vais faire une petite compilation des exploits de vitesse dont elle scale. Elle scale à Toka qui a traversé facilement 512 mètres avant même un clignement d'œil, ce qui donnerait une vitesse d'à peu près 1550 mètres par seconde, si on prend en compte qu'un clignement d'œil va approximativement à un tiers d'une seconde. Comparable aux esprits scellés comme Yamai, capable de sauver Shido d'une attaque traversant une ville en quelques secondes à une distance presque nulle de sa tête. Donc prenons par exemple 10 cm pour la distance entre l'attaque et Shido au dernier moment. Si on prend en compte par exemple le rayon d'une ville comme Paris égale grossièrement à 5,7 km, le temps pour sauver Shido et l'emmener à 30 mètres de l'attaque juste en face de lui, sachant qu'elle a mis 10 secondes à traverser la ville. Putain, la ville. C'est pas la bile, connard. Oui, la ville. J'abrège la phase de calcul, on obtient une vitesse d'environ 171 428 mètres par seconde, donc environ Mach 504. Et ce n'est pas fini. Plus tard, elle a aussi été démontrée comparable, voire supérieure aux esprits scellés comme Toka, capables d'éviter des rayons de Bukuro allant à la vitesse de la lumière. Et dans cette même lignée, en utilisant l'un des pouvoirs temporels de Zafkiel, elle a réussi à éviter un rayon de soleil condensé et qui donc, par définition, va aussi à la vitesse de la lumière, vu que, c'est un rayon de soleil tout simplement.
I'm fast as fuck, boy! Ah, je dois aussi préciser que toute attaque nommée rayon de lumière ou ce genre de choses n'ont pas forcément la vitesse de la lumière, due à leur nature non naturelle dans certaines franchises. Ici, le rayon de lumière est clairement un rayon de soleil, donc par définition est de lumière réelle, et donc possède sa vitesse. À bien faire attention. Maintenant, nous pouvons parler des fameux pouvoirs de Kurumi. En tant qu'esprit, Kurumi possède un premier attribut unique, celui de manipuler son ombre. Elle peut l'utiliser pour attaquer ou restreindre son opposant. Son ombre peut aussi absorber les cibles dans une autre dimension où l'on ne peut utiliser ses pouvoirs. Et elle peut aussi utiliser les ombres pour voyager à travers l'espace. L'utilisation la plus utile est le City of Devouring Time, lui permettant d'absorber la vie de ceux pris sous son ombre. Elle rend les victimes dans un état comateux, ne pouvant plus se réveiller. Mais réveille-toi, connard de Togekis de merde! Et peut même agrandir son influence sur une ville entière. Il est dit qu'à son maximum, cette technique permet aussi d'effacer l'existence même des cibles. Son pistolet est capable de tirer des balles condensées de ténèbres de manière continuelle et même plusieurs à la fois. Le pouvoir secondaire de Kurumi est la manipulation temporelle, avec son ange Zafkiel. Elle peut manipuler certains aspects du temps d'elle, de la cible ou même du monde au travers des différentes balles utilisables grâce à l'ange. Cela dépend de quel nombre l'horloge de l'ange pointe. Kurumi peut utiliser une dizaine de balles différentes, ayant tous un effet différent du temps. Aleph, la première balle permettant d'accélérer le temps de celui touché par celle-ci. Bête, la deuxième balle ayant l'effet inverse de la première balle, celle-ci ralentit le temps de la cible en la faisant bouger en ralenti. Guimel, la troisième balle est une accélération du temps, sauf qu'elle agit sur le temps intérieur de la cible. Cela a pour effet de les vieillir. En l'utilisant continuellement, Kurumi a pu faire vieillir un immeuble de 1000 ans. Dalet, la quatrième balle, faisant revenir le temps de la cible à l'arrière, annulant tous les effets survenus durant un temps passé. Hey, la cinquième balle pouvant faire voir à Kurumi le futur. Vav, la 6ème balle transférant la conscience de Kurumi dans un corps antérieur. Elle a utilisé cette balle pour recommencer plus de 200 fois les mondes où Shido s'est fait tuer par DEM. Zain, la 7ème balle, arrête le temps de la cible pour quelques secondes. Et, la 8ème balle, capable de créer des clones à partir de son passé. Il est dit qu'elle peut utiliser des versions d'elle de même pas une seconde dans le passé. Elle a été capable d'en créer des milliers pour affronter l'armée de DEM et 500 face à Kotori. Le nombre de clones dépend du temps qu'elle possède. Comme la plupart de ses pouvoirs liés à Zafkiel, elle peut aussi instantanément changer de place avec un clone si elle est en danger. Elle l'a utilisé au moment où Mana l'a tué et face à Origami. Une habilité qui lui permet entre autres d'éviter que son corps principal se fasse tuer, ce qui la tuerait définitivement. Tête, la 9ème balle que je trouve plutôt stylée qui permet de se connecter à un clone d'une autre période temporelle. Une application de pouvoir temporel que je trouve super classe personnellement. Yud, la 10ème balle lui permettant de connaître le passé d'une cible. Kurumi l'utilisait de manière très intelligente pour retrouver la mémoire qu'elle avait perdue face à Phantom. Yud Aleph, la 11ème balle qui envoie la cible dans le futur. Et enfin Yud Topetto. Voilà, je parle couramment japonais. La 12ème balle lui permettant de carrément voyager dans le passé pour une courte période, lui permettant de changer les événements de la timeline et ainsi la remodeler. Ouais, donc en gros, elle peut te faire une flash, ouais. D'ailleurs, cette balle est le centre du plot de pourquoi elle cherche Shido et pourquoi elle veut son énergie, pour accomplir son objectif afin de changer les événements de la timeline, et ainsi faire que tout redevienne normal, sans aucun esprit, sans rien, où elle pourrait vivre une vie paisible. C'est beau, non? Ce sont toutes des applications de temps vraiment intéressantes, mais elles possèdent quelques points faibles. Premièrement, les balles ont besoin de toucher la cible pour fonctionner. Comme l'indique Origami, ce pouvoir n'est pas utile s'il ne touche pas l'ennemi. Donc les balles offensives comme Bête et Zain ne peuvent pas être utiles face à plus rapide ou face à certaines personnes ne pouvant pas être touchées. Deuxièmement, l'utilisation de Zafkiel coûte du temps de l'utilisateur, donc Kurumi a besoin d'absorber le temps d'autrui pour le compenser. Sinon niveau stratégie, la plupart du temps dans les batailles, Kurumi utilise Aleph pour blitz ses adversaires et les battre facilement. C'est quoi un blitz? Bah c'est ça. De plus, elle peut spammer les clones et les accélérer, ce qui ne t'acoûte pas dégueu en fight. Elle a aussi l'habitude d'envoyer des clones tâter le terrain pour établir une stratégie optimale face à l'adversaire. Sinon, elle utilise la plupart de ses applications du temps pour troubler l'ennemi et le battre facilement. Comme vous aurez pu le voir, Kurumi n'est pas un personnage qui utilise la force brute pour battre ses opposants, mais plutôt la stratégie et ses pouvoirs pour avoir l'avantage des batailles et pour gagner très facilement. Voilà, on en a fini avec Kurumi. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir sur mon compte YouTube. De plus, si vous faites ça, vous pourrez gagner une carte cadeau vous permettant de... Non, je déconne, c'est bon. Handicapé mental.
Bon, à partir de là, ça risque de spoil sévère les pouvoirs de Kurumi dans la suite de Data Live, ainsi qu'autre chose qui vous spoilerait inexorablement. Donc allez au timecode suivant afin de ne pas être spoilé, sinon on continue. Kurumi, après avoir volé le cristal Sephira de Westcott, donc de Nia, fut capable d'utiliser les pouvoirs de l'ange Raziel qui est omniscient et lui permettent, entre autres, de savoir toutes les choses dans l'univers. Mais en premier lieu, elle a une version limitée de Raziel due au fait que Nia possède l'autre partie du Sephira de Raziel. Cependant, dans le volume 20, elle eut les pleins pouvoirs de Raziel qui n'a donc plus aucune restriction concernant son omniscience et aussi son pouvoir très abusé lui permettant de manipuler le futur. Ouais, le futur. Jusque là, c'est allé. Pour finir, White Queen. Qui est-elle? D'après ce qu'on sait, White Queen est censée être un clone inverse de Kurumi. Pourquoi je dis censé? Parce que nous apprenons dans les récents volumes de Data Bullet le fait que White Queen est en fait Sawa qui est Tibiki. Bref, c'est chelou mais bref, 2 fois bref, parlons de ses pouvoirs. Étant la forme inverse de Kurumi, ses pouvoirs sont littéralement l'inverse de l'ange Jafkiel, mais un poil plus abusé. Si vous avez un QI supérieur à 1, vous pouvez déjà deviner que ses pouvoirs sont liés à l'espace. QI de 143. Avec son Demon King Lucifugus qui lui permettent de manipuler l'espace à souhait. Nous avons des infos que sur 6 effets de Lucifugus. L'épée du cancer Sartan qui coupe l'espace-temps pour abolir la distance entre l'ennemi et l'utilisateur, et peut donc aussi être utilisée pour relier 2 endroits différents de l'espace. La balle du lion Arié qui dévore tout, même l'espace lui-même, laissant une traînée blanche après son passage, et est autoguidée par la conscience de White Queen. L'épée de virgule Betula, putain quel nom de merde, lui permettent de couper l'espace et créer des portails pour se déplacer dans l'espace. La balle de la balance Mosnaim qui lui permet d'inverser le concept même d'attaquant et de défenseur. En d'autres mots, elle inverse la causalité. La causalité, c'est la cause-conséquence. On peut faire plusieurs choses en inversant la causalité, c'est-à-dire que par exemple, on peut obtenir l'effet avant la cause, comme par exemple le Gayborg de Lancer de Fate, qui provoque l'effet avant la cause. Ou alors le 100 Gauntlet d'Ajinu qui permet d'inverser la cause et l'effet. White Queen, elle a une utilisation générale qui lui permet par exemple d'échanger sa place avec quelqu'un d'autre, ou alors tout simplement d'inverser l'attaquant et le défenseur. C'est-à-dire que celui qui attaque est maintenant celui qui est attaqué, et celui qui est attaqué est maintenant celui qui attaque. Par exemple, si on prend un exemple, si Goku lui fait un Kamehameha et qu'elle utilise cette balle, bah c'est elle qui fait le Kamehameha et Goku se prend le Kamehameha. Peu importe si elle sait le faire ou pas, vu que le concept d'attaquant et de défenseur ont été échangés, l'issue est que Goku n'a jamais fait le Kamehameha et White Queen fait maintenant le Kamehameha, vu qu'elle est maintenant l'attaquant. Putain d'abusé comme balle quand même. Ensuite, la balle du Scorpio, Akrab, qui a pour effet de plus ou moins asservir et manipuler les personnes touchées par la balle, et la balle d'Aquarius qui soigne l'utilisateur en créant une zone de soins. Ah oui, elle s'appelle Dilly. Putain, ce nom pue la merde. Et enfin, niveau résistance à certains pouvoirs, nous avons une résistance à la manipulation mentale, vu qu'elle n'a pas été manipulée par Miku et ses chansons. À la manipulation du destin, vu que le pouvoir de Nia ne fonctionne pas sur les esprits complets. De plus, les cellules des esprits ne vieillissent pas, donc leur corps reste jeune éternellement. Voilà pour ce qui est de Kurumi. Je pense que nous avons fait le tour de ses pouvoirs et capacités. Mais vous pouvez ne pas vous abonner et laisser un pouce rouge, le principal c'est que vous ayez appris un truc. Non en vrai je déconne, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, ne sous-estimez pas Kurumi. Ah oui, dernier message, prochaine vidéo, c'est sur un roi démon.